Je voyais pas la contradiction. Ouais. Puis il faut dire qu'à l'époque, pour rappeler le contexte, en 75, il semble il y avait des, comment dire, en France, justement l'interdiction qui posait des problèmes parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient ça clandestinement, Oui. ou alors les femmes qui allaient le faire à Mais l'étranger, oui, bien etc., sûr. quoi. Oui, non, il fallait régler Donc ce il problème. fallait régler le problème, Bien il fallait sûr. vraiment faire Ah quelque oui. chose, quoi. Et si tu veux, quand Simone Veil a fait voter cette loi, Simone Veil est une personne normale, une mère de famille. Eh ben, elle n'avait pas imaginé du tout que ça deviendrait vraiment un truc de confort, hein. Ouais. Et c'est devenu d'une telle perversité maintenant, bon, c'est affreux. Mais ils ont poussé aussi dans ce sens-là, quand même. Il y a eu des. Parce que moi, j'ai vu des. Mais il y a beaucoup de campagnes, malheureusement, Voilà, il y c'est a le exactement. féminisme qui s'est complètement dévoyé. Les féministes ont réduit leurs revendications, leurs logiques, leurs arguments à une seule question, c'est le slogan « Mon corps m'appartient ». Comme si tout notre destin, d'homme ou de femme, pouvait être enfermé dans cette notion de propriété, ce qui est absurde. Notre destin, c'est... Ben, on aime bien ne pas être esclave, hein, de toutes sortes de Mhm. choses dans la vie, mais on aime bien faire quelque chose de notre vie, pas simplement être là comme des espèces d'harpagons à protéger notre trésor. Ah, personne ne doit toucher à mon petit pognon. Je suis mon propre pognon, personne n'a le droit d'y toucher. C'est lamentable. Ouais, mais là, c'est ce que je vois, ce qu'on me dit sur le chat immédiatement. Il y a pas mal de réactions. Voilà, on me dit en Inde ou en Chine, c'est courant de se débarrasser des filles. Oui, ça, c'est vrai, ça. Ah ben, en Chine, ça a été une politique d'État, hein, pendant très longtemps. Donc Ouais. maintenant, il y a un déficit de filles. De filles, Avec voilà, voilà. la loi interdisait aux couples d'avoir plus d'un enfant. Et bon, La pour des politique de l'enfant raisons unique. historiques, traditionnelles, bah, Ils ils voulaient préféraient un garçon. Bon, bah, Ce qui voilà. faisait que les Il femmes manque de là-bas, filles, elles voilà. avortaient jusqu'à qu'elles aient un garçon, c'est ça. Il y a beaucoup Oui, de. oui, 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 toutes les horreurs étaient possibles. Oui. Ouais, voilà, où il y avait une fille, on la tuait à Ouais. la naissance. Ouais. Voilà. C'est pas très sympa pour les filles, tout ça. Non. On me dit aussi. Ben, si tu veux, des déséquilibres de population, Ouais. ils ont toujours existé. Par exemple, tu vois les pays où la polygamie est très implantée, eh bien c'est parce que c'est des pays où les guerres étaient très très fréquentes et où donc on manquait beaucoup d'hommes. Donc il fallait bien qu'un homme ait plusieurs femmes pour rétablir l'équilibre. Ouais. On me demande effectivement, est-ce que voilà, je tiens la question, il y a eu beaucoup de films hollywoodiens qui font référence à ce que dit l'invité, d'un désavouement de la nature qui détruirait l'humanité. N'est-ce pas pour préparer psychologiquement les populations pour mieux instaurer un contrôle dans un avenir proche? Oui, oui, bien sûr. Alors ce contrôle, hein, il est basé sur la maladie mentale, hein, qu'on développe en même temps que tout ça. Parce que je voudrais dire, tu vois, que la stérilité, c'est comme la fécondité. Ce sont des choses qui se préparent dans la tête. Les personnes, les femmes, hein, qui ont accepté des avortements, eh bien, un jour ou l'autre, il y a des répercussions dans leur tête, hein, des pathologies. Ouais. Des dépressions nerveuses très compliquées, et dont elles ne savent même pas la source, hein, l'origine. Outre donc les traumatismes physiologiques, hein, bon, on sait aussi qu'il y a beaucoup de cancers, hein, provoqués par les contraceptions de différents types, hein. Bon, mais ne revenons pas là-dessus. Donc on développe des maladies mentales qui nous rendent inaptes à nouveau, hein, à envisager l'avenir de façon créative, à nous projeter dans l'avenir et à garder notre lien avec les générations passées. Donc on crée la rupture avec nos parents, toutes les générations antérieures, en faisant des choses qu'ils ne faisaient pas. Et spirituellement, c'est la même chose. On ne reconnaît plus rien de ce qui était leur tradition éthique et qui était fonctionnelle, qui nous a amenés jusqu'à l'existence. Et on veut inventer quelque chose d'autre. Mais c'est pathologique. Tout est foireux. Alors, est-ce qu'il y a un plan là-dedans? Bien sûr. Un plan de contrôle complet, hein, de la société, oui, bien sûr. Ouais, parce que si on contrôle les naissances dans cette optique-là, qui est plus vraiment... Alors là, ça, je sais pas ce qu'on va dire, c'est encore beaucoup plus loin que le gouvernement chinois les fait. C'est vraiment... c'est un contrôle absolu, total sur la naissance elle-même. C'est-à-dire que on en reviendra en fait à une société où... finalement, la naissance risque même de devenir un luxe. En fait, il y aura que la naissance sera réservée à presque une élite reproductive qui pourra se servir. Si Ne parle pas au futur. Il faut parler à la fois au présent
et au conditionnel, mais pas au futur. Ouais, on y est Parce déjà, qu'il y a des tas de choses qui se produisent déjà, et il y a des tas de choses qui ne se produiront pas parce que la résistance, elle est là. Voilà. C'est-à-dire, oui, tu me dis résistance. Alors je te dis, moi, tu as deux types de résistance. Hein. Tu as la résistance des croyants. Les gens qui ont une solide conscience religieuse sont blindés. Ils ont un bouclier qui les protège de la névrose. On sait que ça protège aussi beaucoup, par exemple, de l'Alzheimer. Donc de toutes les ruptures d'équilibre à un niveau très profond. Hein. Donc ça, c'est première chose. Tu as des gens qui, sans être religieux, ont une très profonde foi en l'homme, sont des militants, des combattants. Bon, ça te fait vivre et ça te fait te projeter dans l'avenir et chercher aussi toujours à te rattacher à des racines. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, les résistances, justement, oui, Oui. différentes formes de résistance. Donc, c'est marrant parce que tu dis, oui, les gens qui ont la foi, parce que là, on observe un retour, justement, précisément, des catholiques, on voit aussi des musulmans qui s'allient aussi avec des catholiques pour un peu contrer un peu ces Oui. nouvelles, Alors, nouvelles idéologies là, qui et nous c'est sont valable dans imposées. toutes les sociétés et pour toutes les religions, si tu veux. Par exemple, en Inde, où il y a tellement de mères porteuses, donc avec des structures énormes, hein, qui sont de véritables usines, eh bien, les femmes qui acceptent d'être internées 9 mois pour une grossesse archi-surveillée d'un bébé qu'elles ne verront même pas, parce qu'il va naître par césarienne, parce que l'accouchement crée un lien supplémentaire entre la mère et l'enfant. Ils ont livré une bataille ensemble dans un accouchement. Hein, on parle d'un travail. Le travail de l'accouchement, bon, c'est une bataille que livrent les deux personnes en même temps, hein, de façon solidaire et aussi douloureuse pour l'un que pour l'autre. Donc on supprime l'accouchement. La césarienne fait que ce lien-là, au moins, il est brisé d'avance. Ouais, Bon, d'accord. ça simplifie. Mais ces femmes, elles viennent toujours d'une région lointaine. Pourquoi? Et elles cachent ce qu'elles font, hein, comment elles gagnent leur argent. Parce que elles seraient tellement rejetées dans leur village d'origine qu'elles ne peuvent pas l'avouer. Ah, donc elles vont dans l'hôpital, personne ne sait où elles sont, elles Elles sont inventent, dans une autre région, d'accord, dans un autre État, elles vont etc. dire oui, Voilà. bon, bah, je suis parti De même là. que les couples qui ont recours dans nos pays hein, à toutes ces manœuvres, très généralement ils le cachent aussi parce que c'est un facteur de honte. Oui, oui, oui. Tu vois. Ah bah j'ai Donc, acheté mon enfant au Cambodge l'année dernière pendant les vacances, ça le fait pas trop, c'est vrai. il y a des cas où les gens s'en vantent hein, parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont vraiment avoir le bébé parfait. Hein, mais je te dis, c'est raté. Donc ça, c'est le premier côté de la résistance, cette résistance qui vient de la conscience hein, et qu'on peut fortifier. Si tu veux, on a besoin maintenant de fortifier notre conscience religieuse parce qu'on s'aperçoit que sans ça, on est dans la maladie mentale, on n'a plus de repères. Oui. On est comme des êtres perdus. Donc on en a besoin. Et on ne le savait pas avant, parce qu'on ne voyait que les phénomènes d'oppression des différents clergés, hein, qui sont pesants. Mais maintenant que les clergés perdent de leur pouvoir, on se dit, zut, on a tout perdu. Hein, on a perdu aussi ce qui nous guidait pour distinguer le bien du mal, comment retrouver l'espoir, la confiance, le pardon, toutes ces choses-là dont on a un besoin vital. Ouais, ouais, tout Bon. à fait. Et donc l'autre phénomène qui, à mon avis, va susciter la résistance, c'est la quantité d'enfants ratés. Les enfants fabriqués ne sont pas des enfants sains, des enfants normaux. On a déjà des études, des Alors, choses là-dessus, hein, on sur ça. te les cache bien soigneusement. Oui, parce qu'il y a quand même, il y en a Mais pas mal depuis, on voit, donc. bavarde un petit peu autour de toi, tu verras. Tous les gens qui vont te dire « Ah oui, je connais quelqu'un hein, qui a fait un bébé de telle ou telle façon », Ouais, parce que c'est ça, pas ça, c'est pas vraiment ça. Ouais, c'est pas, ouais, C'est vrai, pas du tout c'est l'enfant marrant de leur ce que tu dis. rêve. C'est marrant ce que tu C'est dis. pas l'enfant de leur rêve. Donc ces enfants-là, ils sont pas encore très adultes. Donc on n'a pas encore leur témoignage. Et les parents hein, qui se disent zut, c'était pas vraiment l'enfant de nos rêves, non, ils le racontent pas. Tu vois, il faut attendre un petit peu avant que toutes ces choses-là deviennent publiques. On me dit. Mais c'est inévitable. L'invité est très réaliste et franche. C'est flippant. D'accord, oui. Ça leur fait peur. Tu leur fais Oui, peur par ta oui. franchise. Eh bien, je suis ravie. Je voudrais bien faire peur. Je voudrais faire peur parce que c'est les jeunes qui doivent réagir, ne pas tomber dans le panneau de toutes ces propositions folles. Oh bah, je pense que là, ils sont alertes. Voilà, on avait déjà parlé, mais au moins, les choses se clarifient. Tu sais, quand je t'entends là, ça me fait penser donc à ce livre d'Aldous Huxley où on vend les bébés aussi comme ça. On arrive à ce mode de reproduction de l'humanité où finalement
l'humanité n'est devenue sa propre marchandise, quoi, hein, finalement. Hein. C'est ce que tu nous expliques là, comme tu dis, à part le présent ou au conditionnel, mais effectivement, on vend, on achète les bébés, et surtout, on arrivera peut-être dans un monde, et ça aussi, justement, bah voilà, avant de passer à la deuxième pause, est-ce que tu penses qu'on pourra arriver dans un monde où il soit carrément interdit de se reproduire, en fait, que ça devienne la norme, soit tu vois, pour le moment, on en a discuté, puis j'en sais rien. Je vois, comme tu dis, dans 20, 50 ans, 60 ans, on nous dit, bah là, carrément une loi qui interdise aux femmes de se reproduire et obligation d'aller voir. Nous vivons dans la combinaison de deux univers de science-fiction, ou en tout cas qui ont été conçus par leurs auteurs comme de la science-fiction, hein, l'univers du meilleur des mondes, hein, le roman d'Aldous Huxley, qui est basé sur l'idée que l'hédonisme, la recherche du plaisir, va nous conduire à toutes sortes d'aberrations. Et on s'aperçoit que c'est vraiment les aberrations actuelles. Oui. C'est combiné avec l'autre roman fondateur hein, de George Orwell, voilà, 1984, qui lui voyait au contraire l'emprise des phénomènes totalitaires, des contraintes et tout ça. Bon, et on s'aperçoit qu'on vit aussi, ces contraintes atroces. On vit les deux. Bon, les deux à la fois. Les deux à la fois. Alors comment est-ce que ça se combine? Eh bien parce que maintenant la propagande est 1000 fois plus rusée qu'autrefois. Hein. Ces deux auteurs, hein, ils ont anticipé des choses qui se réalisent complètement maintenant. Hein. Mais la propagande est bien plus intelligente, bien plus maligne que ce qu'ils avaient imaginé. Alors, je ne sais pas comment les riches, puissants, qui veulent absolument que toute l'humanité soit réduite en esclavage, comment ils vont se débrouiller, eux, pour continuer à faire des enfants naturellement, à échapper à tous les produits toxiques, etc. Mais en tout cas, je suis sûr qu'ils ont déjà prévu leur bunker personnel, tu vois, pour assurer leur reproduction. Déjà, ils ne veulent pas mourir, hein. Ils s'organisent pour vivre 100 ans, 130 ans, autant que possible. Monsieur Pierre Berger, tu sais, il avait dit, oh là là, l'euthanasie, c'est très très bien à partir de 65 ans. C'est quoi de plus naturel? On peut être tranquille. Hein. Il va essayer de durer 130 ans. Oui, hein, voilà, surtout comme Attali qui avait dit, oui, 60 ans. C'est très bien pour les autres, tu vois. L'euthanasie, c'est bien pour les pauvres. C'est très très bien pour les pauvres, c'est formidable. Ça fait faire des économies à la Sécu. Les pompes funèbres peuvent faire plus de profit parce qu'elles s'organisent mieux, il y a moins d'aléas, etc. Mais les riches se protègent. Donc ils se protégeront aussi hein, en matière de reproduction, c'est sûr. Et la propagande maintenant, donc, elle est complexe, elle est subtile, elle te cache toujours les choses gênantes. Si je fais flipper des gens, c'est parce que je dis des choses qu'on essaie de nous cacher. C'est flipper on essaie de nous cacher, mais... C'est flipper dans le bon sens. Voilà. Il suffira que chacun continue hein, à poser quelques questions autour de soi là-dessus pour voir que tout ça est confirmé. Hein. Ouais, il y en a qui me disent... Je n'ai rien inventé. Un jour, les gens auront honte de procréer naturellement, c'est Dawen. Mais mon cher, je pense que malheureusement, c'est une blague, mais ça, on y arrive. On me dit, Tepa, ça fait penser au film Demolition Man. Oui, tout à fait. Ouais, comme quoi, c'est vrai qu'Hollywood a toujours eu hein, ce temps d'avance, hein, ce temps d'adaptation pour que on soit conditionné à accepter en fait des idées qui par anticipation étaient développées dans les films comme de la science-fiction, mais en fait trouvent tout à fait, on va dire, vie dans le réel au bout d'un moment. Et c'est cette question des couveuses et d'acheter un enfant, c'est pareil, c'est quelque chose de la science-fiction, voilà, de Huxley pour ceux qui connaissent. Bon. Et puis, on y est. On y arrive. On plonge dedans et on y est même tout de suite. Je pense que la régie doit être prête pour la prochaine pause. Je vois qu'on me fait des oui, des non, des oui, si, c'est des oui. Parce que je les vois mal dans le noir, tu sais, ils se cachent un peu, ouais. Et donc, on va faire une petite pause. On revient et puis on prendra justement les questions. Parce que je sais que vous êtes prêts. Et puis, il y a le chat questions qui va apparaître. Voilà. Et vous avez, pour les métanotes, évidemment, et ben, vous allez préparer vos questions. Voilà, je vois qu'il y a encore les questions d'hier sur Kadhafi. Bon, bah, allez-y. Vous pouvez changer. D'ailleurs, toi aussi, tu étais en Libye. On peut le préciser aussi, puisque hier, on parlait de la Libye. Bah, oui. Toi aussi, tu as été en Libye. J'ai été en Libye. J'ai découvert la criminalité de l'Occident, hein, qui est totalement colonialiste. Hein. Cette guerre, ça a été une guerre coloniale hein, pour se réapproprier les richesses de la Libye. Ok. Eh ben. Tout simplement. Bah, tu confirmes tout ce qui a été dit hier. Donc je pense que la régie, c'est bon. Bah, on fait la transition et on y va. À vous la régie. Voilà, de retour sur la libre antenne. Toujours avec Maria Poumier. Toujours pour ce baby business. Voilà, ce business marché de l'enfant, comme on l'a vu tout à l'heure, qui
qui est assez atroce. Alors dans cette troisième partie, ben, on va prendre les questions, hein, comme d'habitude, amis métanotes. Alors, il y a déjà, euh, comment dire, la question, voilà, de Fred Delisle, lui qui me disait, je pense avoir, bonsoir, Tepa et l'invité, je pense avoir la réponse. Mais selon l'invité, est-ce que la fécondité d'un enfant bien portant né d'une PMA est-elle altérée ou pas? Et toi, tu me disais, bah, on va voir, quoi. C'est un peu, on va voir dans quelques années, c'est ça, hein. Voilà. Pour le moment, on peut pas, Pour le moment, on n'a pas encore de de témoignages. statistiques précises Les en plus, médecins ouais. sont très discrets. Moi, personnellement, j'en veux beaucoup aux psys parce que tous les gens qui ont recours à tous ces procédés ont beaucoup recours aux psy aussi, parce que c'est très difficile à vivre tout ça, hein, puisqu'on est en contradiction avec soi-même, on se viole soi-même dans toutes ces histoires-là, Mm. hein. On refuse d'accepter la loi naturelle, qui a quand même un côté plus confortable, si tu veux. Et il y a beaucoup de souffrances, hein, qui sont fécondes. Bon, et parfois il faut accepter les souffrances, hein. Je pense que le malheur des gens stériles, hein, et qui le regrettent peut devenir une souffrance féconde. Mais normalement, donc, ces gens-là atterrissent à un moment quelconque chez les psys, et les psys ne racontent rien en ce moment. Bon. Est-ce qu'il y a Ils aussi, pourraient rendre service à toute la société en alertant. Je ne dis pas en trahissant les secrets de leurs patients, oui, mais mais en alertant les institutions, en disant, écoutez, il y a des problèmes terribles qui arrivent, des problèmes collectifs, des problèmes massifs. est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une volonté, parce que tout à l'heure, tu as évoqué aussi les associations féministes, mais est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de finalement débarrasser de l'homme, ou du moins du père, et de renvoyer cette image, j'ai envie de dire, presque désuète aujourd'hui de papa, maman, les enfants, Oui. remplacés par finalement maman qui a plus besoin de papa, qui peut prendre les enfants, puis choisir même un autre papa. Enfin, Hum. dans l'absolu, est-ce que tout ça est lié aussi avec ce Oui, féminisme agressif là? oui. Alors écoute, moi je fréquente beaucoup de gens qui disent c'est pas tellement la maternité qui est attaquée euh, que la paternité. Si tu veux, que c'est l'autorité paternelle, celle qui donne lieu à toutes les hiérarchies, à tous les ordres et donc toutes les harmonies Ouais. possibles, si tu veux, entre les choses conflictuelles, hein, et qui est attaquée. Bon, c'est évident. Moi, je suis toujours étonnée que les femmes ne se défendent pas mieux devant tout ça, parce que on est en train de nous voler notre capacité reproductive. Hein, tous ces hommes homosexuels qui décident de faire des enfants, hein, sans les femmes, puisque leur objectif, hein, c'est de se passer complètement des femmes. Hein, s'ils arrivaient à faire eux-mêmes les enfants, il y a des projets, hein, d'utérus artificiel. D'utérus artificiel, ouais. C'est-à-dire, on ne s'occupe plus, hein, du problème de la conception, du démarrage du gosse, mais une fois qu'il est démarré d'une façon ou d'une autre, eh bien, qu'il n'y ait pas de grossesse dans une femme, mais une grossesse à l'extérieur. Tu vois? C'est ça le nouveau truc qui est dans les tuyaux. Bon, espérons que ça va encore traîner et que ce sera assez catastrophique pour qu'on arrête rapidement, hein. Mais bon, les hommes voudraient faire des enfants sans femmes. Ben, comment est-ce que les femmes admettent ça? je, je pense qu'on a un Bah, instinct vital. ouais, parce qu'au nom de la liberté, au nom Oui, du mais enfin, choix, au nom de on voilà. est des hommes ou des femmes, on ne peut pas se laisser castrer, se laisser amputer de ce qui nous rattache aux générations d'avant et à l'avenir de l'humanité. Alors, En plus pourquoi est-ce que avec les gens ne réagissent pas plus? Bon, c'est la consommation. On consomme sur le moment, on ne se pose aucune autre question. C'est vrai que n'importe quelle consommation est une drogue, hein, empêche de penser. N'importe quoi, hein, qu'on consomme. et, et justement aussi, puisqu'on fait le lien directement avec cette théorie du genre aussi, Mm. puisque tout ça est lié quand même. Mm. Hein, c'est une espèce de package, quoi, Oui, théorie du genre, oui, oui. hein, bon, allez, mariage pour tous, GPA, enfin, j'ai l'impression que tout ça tout trouve, voilà, un Écoute, enchaînement, quoi. c'est ce qu'on disait, hein, de propagande sophistiquée. Il y a des étapes Hein. et on cache toujours où on veut en venir. Bon. L'histoire du genre, moi, elle m'a laissé assez froide parce que pour moi, ce n'est pas une théorie. Hein, j'ai cherché un peu à me renseigner. C'est contradictoire, c'est incohérent. Et le principal obstacle pour prendre au sérieux cette histoire-là, hein, pour moi, c'est juste du baratin, c'est de l'idéologie, hein, pour faire passer des idées en force, mais ça ne correspondra jamais, si tu veux, à une réalité, hein. Les gens qui ne sont ni hommes ni femmes, ça n'existe pas. Mon argument principal, que j'ai trouvé, hein, dans des actes de colloque sur le genre, etc., c'est qu'on comptait beaucoup sur les transsexuels pour valider toutes les histoires de genre, hein. Les gens qui choisissent de changer de sexe, personne ne les y oblige. Là, c'est vraiment un acte de volonté pure, une obsession. Bon.
Mais ces gens-là, ils n'aiment pas du tout les histoires de genre, parce que ce sont des gens qui sont fascinés par une sorte d'idéal d'humanité qu'ils n'arrivent pas à atteindre et qu'ils voudraient atteindre. Hein. Mais ils fonctionnent beaucoup plus sur le modèle de l'acteur. L'acteur, c'est une personne qui considère que pour se réaliser, elle a besoin de se travestir. Pour se réaliser, pour dépasser, si tu veux, toutes les limites d'un individu médiocre quelconque, pour atteindre une sorte de perfection, quelque chose de supérieur à sa petite personne, il faut qu'elle interprète des rôles qui lui prouvent, en plus, si tu veux, qu'elle peut être beaucoup plus que ce qu'elle est elle-même. Bon, le transsexuel, c'est quelqu'un qui est impulsé par ce même idéal, hein, cette volonté de se surmonter, se surpasser, et qui est prêt à sacrifier beaucoup de choses en lui. Les opérations, les injections massives d'hormones, ce sont des choses qui détruisent la santé. Le transsexuel, c'est une personne qui est dans une démarche mystique, dans une recherche terrible, prête à des sacrifices épouvantables, hein, qui passent d'abord par la castration. Hein. Tout ça pour un rêve. Bon, mais ces gens-là, ils disent que c'est très très sérieux, le masculin et le féminin. S'ils veulent en changer, c'est bien parce que... C'est bien ça que ça représente. Ce qui est complètement, oui, c'est vrai, il y a une espèce de paradoxe là-dedans. Oui. Là, parce qu'on s'appuie sur ces gens-là, précisément, ce sont les meilleurs promoteurs de la différence des genres, puisqu'ils cherchent absolument à passer dans l'autre côté. Mais oui. Donc, et puis tu sais très bien que les travestis, les hommes hein, travestis en femmes, sont extraordinaires, sont d'une féminité qui va au-delà de la féminité de toutes les femmes. Hein, c'est pourquoi la prostitution des travestis marche tellement bien, hein, parce qu'ils représentent un rêve pour les hommes. Ils sont plus femmes que les femmes. Enfin, jusqu'à un certain point, parce jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, Au-dessous du il y a nombril. des choses... non, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Ah bon, non. Même au-dessus du nombril. Non, non, mais il y a des choses qui coincent quand même. Enfin, bon, ouais. ça c'est les mystères des hommes, je sais pas comment ils s'y retrouvent. Moi. Bon, bah, on demandera à certains de l'équipe. c'est le mec qui grave on me dit, Maria, c'est-elle, s'il y a eu des études de fait sur les effets physiologiques d'un enfant procréé artificiellement lorsque celui-ci est en âge de poser des questions sur sa conception. Ah, eh bien, ça commence. Ça commence, c'est intéressant. Ça commence, et les pauvres, eh ben, ils disjonctent. Hein. Mmh. Ils disjonctent parce que c'est vraiment très compliqué. Moi, je connais un cas d'un enfant qui a 10 ans, passe son temps à intervenir dans les conversations pour parler de masturbation. Bon, c'est très choquant. Hein. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Mais c'est tout simplement qu'un jour, il a posé des questions et ses parents lui ont expliqué, bon ben voilà, on était obligé d'avoir recours à la PMA et pour ça, ben, ça voulait dire que papa faisait quelque chose dans son coin et non pas dans maman et tout ça. Ben, le gosse est une découverte. Il est obsédé par la notion de masturbation et il la colle dans la conversation, à l'école, en classe, partout. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et le pauvre. Mais il ne s'en remet pas. C'est la masturbation obligatoire. Ah ouais. Sans ça, il ne serait pas là. Alors que c'est un enfant qui reçoit une éducation normale, où d'une façon ou d'une autre, on lui a fait comprendre que se masturber, c'est quand même pas l'idéal. On n'est pas sur Terre pour ça. Et ben lui, il est sur Terre grâce à ça. Bon, mais bon. C'est terrible, c'est terrible. On va répéter pour certains métanotes à l'histoire de la masturbation aussi, parce que... Mais non, mais chacun va pouvoir reconstituer le raisonnement. Non, mais c'est quand même énorme. C'est un aspect hein, dans l'artifice hein, de tous ces procédés qui est très choquant pour un enfant quand il le découvre. Et puis après, il va découvrir tout le reste. Bon, bah, c'est très dur pour lui. Alors, autre question, on me dit aussi, comment dire, comment peut-on aider l'invité sans donner de l'argent? Pour te pas, avez-vous besoin de logistique? Oh bon, on me demande tout ça. Bon, bah. Quelqu'un veut m'aider? C'est ça? Oui, c'est ça. J'ai bien compris. Je crois que c'est toi, oui. C'est bon. agité. Merci, merci agité. Bon. Alors oui, il faut m'aider bien sûr. Toute cette recherche que je fais en ce moment, c'est dans le cadre de la FAPEC, hein, la Fédération autonome des parents engagés et courageux, tout simplement. Oui, oui. Donc, l'association créée par Farida Belgoul, j'ai besoin d'argent pour faire le film, il faut envoyer l'argent à la FAPEC, qui transmettra, hein, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Je prépare aussi un livre pour mettre toutes les informations et les raisonnements hein, que je recueille dans ma recherche et qui ne peuvent pas tenir simplement dans un documentaire. Hein. Le documentaire, ça doit être un choc, une découverte pour des gens qui après ne pourront plus faire marche arrière. Quand on découvre quelque chose, une nouvelle connaissance, avec une force suffisante, eh bien après on ne peut plus désapprendre.
C'est bien connu dans la psychologie. Mais le livre ajoutera autre chose. Donc, on peut aider Farida Belgoul, tout son travail de rééducation de notre société, de traitement psychiatrique très très réel, très profond et très indispensable. Et m'aider moi, entre autres, à mener à bien ce travail qui exige la collaboration de beaucoup de gens, qu'il faut bien que je rémunère autant que possible, de cette façon-là. On peut m'aider beaucoup aussi en m'apportant des témoignages. Alors là, c'est pareil, il suffit d'écrire à l'adresse JRE 2014, ou bien FAPEC, ou bien à mon adresse mail personnelle, m'apporter des témoignages. Ça me sera très utile. Des témoignages ou aussi des écrits, des choses sérieuses, des analyses. Enfin, tout ça, ça va nourrir ma réflexion et ça va me permettre de faire un produit qui, j'espère, sera plus utile. Merci beaucoup d'avance à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Alors, il y a encore plein de questions. Alors, on me dit, l'origine même de tous ces problèmes ne réside-t-elle pas dans la destruction du modèle de traditionnel familial, l'homme au travail mais la femme à la maison, l'homme à l'instruction et la femme à l'éducation, l'homme à la rudesse et la femme à la délicatesse, l'homme protecteur et la femme aimante. Ce serait si simple finalement. C'est George Harrison. Bon, alors je crois que toute notre société, elle a un désir de revenir au passé qui est quelque chose d'inédit. Je pense que jamais l'humanité n'a eu une telle envie de revenir au passé. Mais peut-être que je me trompe, il y a quand même eu de graves crises où les gens ont rêvé du retour à l'âge d'or. C'est quand même un thème récurrent. Mais en ce moment, c'est pratiquement ce qui nous unit tous. Personne n'a envie de continuer à foncer vers le précipice simplement en enchaînant les inventions. Personne n'en a envie. Tout le monde voudrait revenir à des choses traditionnelles. C'est pas facile. Mais déjà, avoir cette volonté, ça permet de retrouver dans notre mode de vie moderne quand même les façons de restaurer le respect justement pour les fonctions paternelles, les fonctions maternelles, et très souvent il faut les séparer parce que la complémentarité elle est nécessaire. Ça c'est un grand thème de Farida Belgoul, la complémentarité des sexes, elle est indispensable. Sans ça c'est la confusion et c'est la concurrence. Donc très souvent il n'est pas indispensable qu'une femme exige que son mari change les couches du bébé, fasse la vaisselle et tout. Parce que si il passe tout son temps à ça, il ne va pas remplir son rôle d'homme, qui est un rôle d'inventeur, qui est un rôle de meneur d'autres hommes, qui est un rôle de militant pour quelque chose. Il ne pourra pas, s'il est aussi absorbé qu'elle par les tâches ménagères. Alors l'inversion des rôles n'est pas non plus un objectif, parce qu'on s'en lasse. Si tu veux, dans la jeunesse, tout le monde voudrait tout faire. Donc les femmes sont avides de responsabilité, de travail, et elles s'imaginent que le travail va être un épanouissement formidable. À partir de 40 ans, je t'assure que toutes les femmes disent oh là, si je pouvais rester à la maison. Bien sûr, et on attend la retraite. Et on se dit oh là là, c'est vrai, un congé de maternité, ce serait déjà ça de gagner. On pourrait bien faire un gosse, ne serait-ce que pour avoir à peu près 1 an, pour rester tranquille chez soi. Bon. Les vieux réflexes de chaque sexe, ils reviennent. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? On me dit aussi, Maria, d'abord merci pour votre intervention éclairée. Quel est selon vous le grain de sable qui pourrait enrayer cette machine mortifère jusqu'ici bien huilée? C'est Odile, du 32. Non, il y a énormément de grains de sable. Alors, je voudrais revenir sur un phénomène littéraire passionnant et très ancien qui donne de l'espoir. Au XVe siècle, Dante écrit la comédie, la divine comédie. La divine comédie. Et la partie la plus intéressante, la plus fascinante, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Où il trie les défauts de l'humanité, et il les met dans des cases. Ce sont les différents cercles de l'enfer. Et alors il a une invention géniale. Il met dans le même cercle de l'enfer, là où les châtiments sont les plus abominables. C'est une décision, on voit très bien qu'il y a un esprit de vengeance chez lui. Il met ensemble les sodomites et les usuriers. C'est drôle parce que, a priori, on se dit, mais pourquoi les mettre ensemble, ces gens-là? Et en fait, ça obéit à une logique très, très, très intéressante qui a à voir justement avec la stérilité. Si tu veux. Les homosexuels, ce qu'on appelait autrefois les sodomites, les gens qui font les choses à l'envers, logiquement, ils sont stériles. Ils sont à l'envers des autres, donc ils ne vont pas se reproduire, ils ne vont rien reproduire comme les autres. Bon. Et que font les usuriers? Les usuriers, c'est la matrice
du système financier qui nous étouffe actuellement. Ce sont les gens qui ne pensent qu'à fabriquer plus d'argent, fabriquer plus d'argent. Alors eux, ils considèrent que l'argent se reproduit et qu'on peut le reproduire artificiellement, mais eux, ils y croient. Mais le résultat, eh bien, ces gens-là, ils sont odieux. Tous les personnages d'usuriers dans toutes les littératures du monde entier sont des gens détestables, personne ne le conteste. On n'a jamais vu un usurier sympathique, ça n'existe pas. Bon. Dans le monde moderne, qu'est-ce que c'est les usuriers? C'est la classe financière, celle qui nous fabrique les bulles spéculatives des banques, toutes ces choses qui, un jour, crèvent et nous plongent dans la ruine. Donc ce sont des gens qui sont stériles. Spirituellement, ils fabriquent une stérilité dramatique pour notre univers. Notre monde, entièrement mercantile, et vivant dans les illusions de la consommation, on oublie la production, pour ne voir que la consommation qui est un délire, qui est une drogue. Eh bien, notre univers, il est totalement stérile. Nous avons perdu les repères religieux, les repères traditionnels. Nous avons une stérilité spirituelle en nous. Tu comprends? Donc l'association des sodomites et des usuriers dans le 9e siècle de Dante, c'est pas un hasard, c'est très bien vu depuis très longtemps, c'est pressenti. Et à partir du moment justement où la conscience de ces choses-là arrive, d'une façon ou d'une autre, ben ça y est, la victoire est proche. La résistance, elle est déjà là. C'est pourquoi je ne suis pas désespéré. Ça donne espoir. Non, mais ça donne espoir. On me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a encore existe-t-il des tares physiologiques chez les enfants nés sous PMA ou GPA? Donc ça, ce que tu disais, qu'on va le savoir bientôt avec toutes les études qui vont se faire. Alors, on nous le cache, puisque c'est un marché qui tient à se développer, donc il ne va pas dire méfiez-vous, je vais vous vendre un gosse qui va avoir un cancer à l'âge de 5 ans. Bon, c'est plus tard qu'on fera quelques statistiques. Oui, c'est ça, exactement ça. D'ailleurs, on a non seulement des questions de loi qui sont très très compliquées à régler là-dedans, mais on a des questions d'assurance aussi qui se posent. Justement, sur tous les enfants mal formés, ratés d'une façon ou d'une autre, qui peuvent être issus d'une PMA, qu'est-ce qu'on en fait ou d'une GPA, qui paye où on le fourgue, etc. Bon. Toutes ces questions, elles se posent déjà. Parce que elles se posent déjà, mais... Elles se posent déjà, voilà, un gros problème juridique. Alors donc, c'est qui est responsable de l'enfant? Alors là, on sait déjà, très clairement, que les tribunaux donnent toujours raison aux parents acheteurs. Ah, en plus, oui, donc c'est la justice de classe. Justice de classe, comme toujours. D'accord, donc les parents acheteurs ont toujours raison. Ont toujours raison. Les tribunaux leur donnent toujours raison. C'est affreux, c'est atroce. C'est la loi du capitalisme, quoi. Donc. Oui. Alors, je vais aller regarder encore qu'est-ce qu'il y a. Alors, je voudrais potasser la question des contrats d'assurance, parce que j'en ai pas encore étudié. J'en ai pas encore étudié, mais j'espère arriver à en obtenir et pouvoir la décortiquer la prochaine fois. Oui, parce qu'il y a des questions juridiques, c'est vrai, qui sont assez complexes liées à cette situation. L'enfant, comme tu dis, qui d'un coup, dans le cas que les parents n'en veulent plus, mais l'enfant existe, l'enfant est là, alors il appartient à qui? Il appartient à la mère, ou il appartient à la mère qui a touché l'argent, il appartient à peut-être la société qui fait la transaction avec la mère, ou alors aux parents. Ça devient complètement surréaliste. Il y a déjà des cas, une mère porteuse qui a fait des petits jumeaux, et puis l'un des deux est trisomique, naturellement les parents acheteurs n'en voulaient pas du petit trisomique. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait alors on dit retour à la mère, c'était merde. Voilà. Oui. Et elle, elle aimait bien son petit, elle l'a gardé. Elle était contente d'en avoir. Bon, c'était pas elle aurait bien gardé les deux, mais. Et ça fend le cœur. C'est horrible. Elle est horrible dans tous les sens en fait cette histoire. Elle est horrible dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on me dit pourquoi ces humains du futur garderaient-ils des femmes vivantes si un jour des machines à pondre des bébés performantes manipulées par des humains avec des testicules et des seins existent? C'est Solon l'Athénien. Je crois savoir qu'il existe déjà des poupées pour les satisfactions érotiques des messieurs. Ils n'ont pas besoin de dames en chair en os. Nous, il y en a qui en ont, je ne dis rien. On va tous réinventer. Oui, il y a des poupées très très bien faites. J'en ai vu une de près, je ne savais pas que ça existait. Non mais, ouais, pourquoi pas, après tout. Mais c'est vrai qu'on va arriver dans ce truc où finalement la procréation sera complètement mais si tu veux, moi je ne connais pas bien naturel, quoi. Les sentiments très profonds des hommes, mais je connais les sentiments très profonds des femmes. Les femmes qui sont profondément homosexuelles
mais elles ont une haine des hommes. Tu me parles de Caroline Forest? Bon, écoute, je la connais pas personnellement. Hein. Bon. Si tu veux, c'est une haine qui est souvent dissimulée, mais qui ressort par réflexe. Elles ont une méfiance. Ouais, enfin, moi je dis ça parce Alors, que si tu veux, je crois que la haine chez les homosexuels, elle existe, il ne faut pas la nier. Elle existe. Hein. Bon. Et tu penses que les femmes homosexuelles... Et l'alliance, si tu veux, des femmes féministes, hein, donc, qui ont voué toute leur vie à la protection des femmes, de ce qu'elles considèrent comme leurs sœurs, hein, cette alliance-là avec les homosexuels hommes, elle n'est pas normale. Elle n'est pas naturelle. Elles se sont fait avoir sur toute la ligne. C'est vraiment une alliance contre nature. Parce que les homosexuels hommes, eux aussi, développent une haine des femmes, c'est forcé. Donc ils ont un intérêt commun, alors ça veut dire. Il y a un intérêt pour que ces deux forces s'allient, entre guillemets. Dans notre génération, actuellement, oui, elles se sont alliées, mais c'est contre nature. Parce que ce que tu dis là, le schéma, c'est ce qui s'impose en plus comme... Et quand je parle de haine, hein, je ne veux pas insulter qui que ce soit. Je parle de cette chose qui vient des tripes. Tu comprends qu'on ne contrôle pas. Hein. Parfois, on parle du racisme dans ces termes-là aussi. Une sorte de dégoût physiologique envers certaines personnes. Bon, mais ces choses-là, ça existe. Hein. Et l'homosexualité, c'est un phénomène très complexe. Quand il est très structurel, hein, très définissant la personne, ben, il implique vraiment une inversion de tout.